Bonjour à tous, excusez-nous pour ce petit contretemps des soucis de connexion. Nous voilà réunis pour le webinaire d'une gouvernance institutionnelle à une gouvernance de projet animé par Vincent Passini, donc co-fondateur de Map in Action. Ce que je vous propose, c'est d'attendre encore 4 petites minutes. On peut commencer à 35. Vincent, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est bon. Bon, bah super alors. Du coup, on va commencer à 35. Alors, Vincent Passini est sur le compte Arthur Courty, donc c'est un mauvais compte, bien entendu, c'est pas son vrai nom, mais l'important c'est qu'il soit parmi nous. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On répondra à ces questions une fois que la présentation sera terminée. L'idée, c'est que ce webinaire dure environ 45 minutes et que vous soyez libérés vers 12h15. Donc voilà, c'est un webinaire donc Map in Action. Le prochain sur la transition écologique aura lieu d'ici un mois environ. De toute façon, on vous donnera toutes ces informations-là en fin de webinaire. D'ici là, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions dès que la présentation de Vincent débutera. Je vois qu'on est déjà une dizaine de connectés et d'inscrits. Merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà là. Et je vous demande juste de patienter encore même pas, encore 2 petites minutes avant qu'on débute. Juste un truc, Arthur, je n'arrive pas à partager ma présentation. Alors, normalement, tu as un petit dans le bac, tu as un petit bouton la flèche. D'accord, bah, si tu veux, tu peux me l'envoyer. Moi, je la partage alors. Ce sera peut-être donc voilà, je pense que tu vois, je vais faire ça tout de suite. Je t'en prie. Voilà. C'est bizarre quand même, j'arrive pas à... Non, mais c'est pas très grave, je partage et comme ça je serai obligé de suivre ta présentation pour savoir quand passer les slides. Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas encore reçu. Dès que je reçois. Non, mais peut-être qu'en attendant, je peux me présenter, quoi, tu vois. Peut-être. Donc, du coup, je propose qu'on commence. Voilà, il est 33. On est une dizaine de connectés. Donc, effectivement, je pense, Vincent, je t'en prie, si tu souhaites te présenter, ça fera venir les derniers retardataires. Disons que c'est toujours intéressant de savoir d'où parlent les individus, quoi, tu vois. Donc, je suis Vincent Passini. Je partage mon temps entre l'enseignement, la recherche, l'entrepreneuriat et le conseil. Professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers, j'ai travaillé, mes axes de réflexion sont le lien entreprise et territoire et comment on passe plus rapidement de la réflexion à l'action. Et la plupart de mes recherches, je les ai développées dans des projets d'entreprise, dont ICO, qui est la coopérative qui commercialise MIA. Donc une application qui a forcément un lien avec le sujet, et qui va montrer en gros, de mon point de vue, comment on peut fabriquer cette gouvernance de projet. Mais avant d'utiliser un logiciel, il faut quand même comprendre un certain nombre de points, quoi. Et c'était l'objet, en fait, de ce premier webinaire. Donc, je suis en train, en même temps, de te copier le lien pour que tu l'envoies à tout le monde, voilà, et qu'on puisse voir ce que je vais présenter. Donc, qu'est-ce que je fais, Arthur? Je démarre. Alors, je viens de recevoir ta présentation, je la télécharge et donc tu pourras démarrer selon WeTransfer dans 4 secondes. Voilà, ça y est, je l'ai, je fais la petite, je partage mon écran. Hop là, voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Parfait. Parfait. Bon, c'est parti alors. Donc, le titre, c'est de dire, on parle de cette idée que on est sur des territoires. Des territoires, il y a des acteurs publics, il y a des acteurs privés. Et un des problèmes tient au fait de la difficulté de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on arrive très bien à faire un diagnostic, à poser les enjeux. Là où ça se complique, c'est sur le passage à l'action. Il y a plusieurs freins, et dont un des freins, c'est celui de comment installer une gouvernance de projet.
Et la plupart du temps, le réflexe est d'abord de fabriquer cette gouvernance institutionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de gouvernance de projet, ça signifie que il faut avoir identifié 3 types d'acteurs. La maîtrise, reste avant. La maîtrise d'ouvrage, donc c'est le donneur d'ordre. La maîtrise d'œuvre, c'est celui qui fait l'action, et la maîtrise d'usage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une évaluation sur une centaine de projets, en gros, divers et variés, sur différents territoires, que ce soit des agglos ou des territoires plutôt ruraux. Et en fait, je fais 2 constats. Le premier, c'est que au départ, c'est pas le projet qui compte, mais c'est l'écosystème. Ça, je reviens pas parce qu'on a fait déjà un webinaire là-dessus. Et le deuxième, c'est lié à cette fameuse gouvernance de projet. Et je me rends compte que, en fait, dans la plupart des projets qui bloquent, enfin, en tout cas, qui passent pas à l'action, c'est que, en général, il n'y a pas ces 3 types d'acteurs. On en a un, voire 2, mais rarement, par exemple, la maîtrise d'usage. Au fond, c'est celui qui, le bénéficiaire de l'action, l'utilisateur, et il n'est jamais dès la conception du projet. Ce qui amène d'ailleurs, au passage, à concevoir des projets uniquement avec des logiques d'offres, sans véritablement intégrer ces logiques de demande. Et plus globalement, ce que je fais comme expérience, quand je vais dans les territoires, y compris bien entendu les banlieues, dans des territoires ruraux, comme je le disais tout à l'heure, je démarre par une carte ressources pour commencer à comprendre un peu cette logique d'acteur. Et ce que je constate, la plupart du temps, c'est que toutes les ressources existent, mais qu'en réalité, ces ressources ne sont pas dirigées vers les problèmes, parce qu'elles n'ont pas bien intégré cette question des demandes. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, mais ça mériterait quand même qu'on y passe un peu plus de temps une autre fois sur cette question de la transversalité de la demande. Il y a un troisième élément, c'est que la mise en place de cette gouvernance, évidemment, ne se décrète pas. C'est un processus de transformation. Et ce processus de transformation, il est marqué par 3 grands changements de posture de ces acteurs. Le premier, et on va les définir, tous ces termes-là, c'est d'abord un acteur, quand il rentre dans une démarche de projet ou une démarche de territoire, c'est un participant. Il vient voir, il est curieux, il vient regarder un peu ce qui se passe, mais il ne sait pas trop ce que ça va lui apporter et qu'est-ce qu'il peut éventuellement apporter dans cette démarche. Il faut qu'il change de statut si on veut vraiment avancer vers cette gouvernance de projet. Il faut qu'il devienne partie prenante. Et cette partie prenante, il commence, à partir du moment où il est partie prenante, il commence à se considérer comme une ressource clé, intéressante. Alors, dans cette ressource, je l'ai dit précédemment, mais soit il est maître d'ouvrage, soit il est maître d'œuvre, soit il est dans la maîtrise d'usage. On peut également y associer des AMO, c'est des assistances à maîtrise d'ouvrage, donc c'est des acteurs qui viennent épauler les différentes maîtrises, et on en a aussi bien sur les 3. Donc, il est partie prenante et là, il se considère comme une ressource. Et le troisième stade, on va dire, qui montre que l'acteur est vraiment un acteur, c'est qu'il connaît pleinement son rôle et il sait ce qu'il est dans le projet et ce qu'il peut apporter. Et à ce moment-là, il va avoir changé de statut, soit maîtrise d'ouvrage, soit maîtrise d'œuvre, soit maîtrise d'usage. Donc là, vous aurez dans la liste des définitions qu'on va utiliser, en tout cas dans ce webinaire, mais qu'on soit bien d'accord, et vous avez les 3 définitions des acteurs. Après, la notion d'écosystème, j'y reviens pas. Ce qui est important, c'est cette idée de ressource. Un acteur, au départ, de toute façon, c'est une ressource, au même titre, j'allais dire, qu'un paysage. Alors, si on va un peu plus loin, et qu'on essaie de préciser ce que font ces 3 types d'acteurs, avant de se dire comment les embarquer dans le processus. Si tu peux aller à la diapo 4. Allô, oui, Arthur? Ouais, je suis dessus, normalement. Ah bon? Je la vois pas. Ok. Sur la diapo 4, vous voyez, en fait, j'ai essayé de qualifier qui fait quoi et avec quel rôle ils peuvent jouer dans ce type de démarche projet. Évidemment que la maîtrise d'ouvrage au départ, c'est ce donneur d'ordre. En général, il a le choix des ressources. Pour une entreprise, on va parler d'actionnaire. Pour un territoire, on va parler soit de financeurs, mais ça peut être aussi bien un acteur public comme un acteur privé. En tout cas, il est à l'échelle de la décision. Et donc, il faut bien identifier quels sont les acteurs qui vont décider
prendre les décisions de la conception à la réalisation du projet. Tous ces acteurs-là, de façon très simple, et ça c'est une démarche de projet classique, ont besoin de faiseurs, d'accord, de gens qui font, qui mettent en œuvre les décisions. Alors, dans ces démarches un peu complexes, évidemment, les choses ne sont pas aussi marquées que ça, parce qu'il y a les rôles sont assez interpénétrés. Mais n'empêche qu'il faut bien identifier au départ ces trois acteurs, et on va avoir un maître d'œuvre qui, dans sa préoccupation, lui, il va gérer les ressources pour mettre en œuvre les décisions. Et ce qui va être important, c'est qu'il faut que ces deux acteurs embarquent ce qu'on appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire des acteurs, des bénéficiaires de l'action, des utilisateurs, ceux qui, en fait, sont le bout de la chaîne, cette demande, qui vont exprimer des besoins. Et tous ces besoins, d'ailleurs, au passage, ne sont pas toujours pertinents, mais ils ont besoin d'être confrontés à cette réflexion de l'offre. Et donc, c'est ces acteurs-là qu'il faut faire dialoguer ensemble, dans un premier temps, pour ensuite qu'ils trouvent leur place dans le dispositif. Et on va voir que sans qu'ils trouvent leur place dans le dispositif, eh bien, il y a trois grandes évolutions à mettre en place. Et ça, c'est la diapo 5. C'est le changement de posture. Et c'est ça qui est le plus, je trouve, au final, qui est difficile dans une démarche, c'est que, en gros, au départ, vous embarquez des acteurs comme dans un avion, ils montent dans un avion, ils essaient de choisir un peu une destination commune, ils ont un plan de vol. Et ils apprennent, en fait, à travailler ensemble et à échanger. Et ce qui va être important là-dedans, c'est que il faut qu'ils perçoivent le potentiel du projet et que vous, de l'autre côté, vous commencez à identifier quel rôle ils vont pouvoir jouer dans le dispositif du projet. Et ça, c'est vital, ça paraît simple, mais il faut déjà se dire qui est potentiellement maître d'ouvrage, qui est potentiellement maître d'œuvre et qui va être la maîtrise d'usage. Progressivement, vous voyez qu'il y a trois cliquets, il y a trois processus qu'il faut combiner dans la construction d'un projet. C'est le premier, c'est passer de cette intention d'agir à un livrable partagé. Alors pourquoi un livrable? Parce qu'en fait, dans ces démarches projets, la plupart du temps, on n'est pas sur la construction d'un avion, c'est-à-dire un objet bien défini, on est sur la construction d'un projet qui vole. Et donc, un des premiers trucs qui va être clé, c'est que ces acteurs se mettent ensemble pour définir un sens. Sens avec le double mot sens, direction et finalité. Et c'est le premier effort donc, que les participants vont essayer de passer. Et s'ils y arrivent, ils sont prêts pour entrer dans la case d'après. La case d'après, ça va être la partie prenante. Mais ils doivent en même temps, une fois qu'ils ont un peu clarifié cette intention d'agir ensemble, il faut qu'ils commencent un peu à réfléchir à la manière dont ils vont piloter le projet. Et là, pareil, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut essayer de repérer qui a le potentiel d'être maître d'ouvrage, maître d'œuvre, maîtrise d'usage, je n'y reviens pas puisqu'on les a définis. Et enfin, l'autre dernier processus, c'est que vous avez besoin, à la fin de la démarche, de fabriquer cette feuille de route. Et donc, il faut passer de cette intention d'agir à un mode qui permet de suivre et de piloter le chantier. Et donc, on voit bien qu'à chaque stade, aux différentes étapes de ces trois processus, correspond une posture qui est plus ou moins adaptée. Et dans la vraie vie, alors ça c'est un tableau qui précise comment les choses peuvent évoluer, mais tout n'est jamais vraiment aligné. C'est que on peut avancer de façon très vite sur le premier, c'est que on peut passer d'une intention d'agir à un livrable partagé. Vous voyez, par exemple, on peut avancer très vite sur la construction du livrable. En revanche, la mise en place de la gouvernance peut prendre un peu de temps. Mais tant que ces trois processus n'avancent pas de façon concomitante, vous ne pouvez pas déboucher au final sur un projet partagé et installer votre gouvernance de projet. Et vous arrivez au bout, et ça c'est alors une des difficultés, et c'est pour ça que MIA a été aussi développé, c'est que c'est tellement invisible ça. C'est que ça se joue pas,
On ne fait pas des comptes rendus pour dire tel participant est devenu partie prenante ou telle partie prenante est devenue acteur. Donc, il faut pouvoir le marquer. Et une des difficultés, évidemment, c'est ces marqueurs. Comment on a, sur MIA, comment on peut repérer ces différents marqueurs? Alors, il y en a 3, évidemment, qui correspondent à chaque stade. Alors, on n'a pas fait de démo de MIA, mais à l'occasion, on pourra le faire. C'est que comme dans chaque application, eh bien, oui, reste là-dessus. Je reviendrai sur voilà. Les participants sur MIA, ben, en gros, comme on remplit une feuille de présence, eh bien, sur MIA, vous remplissez des cases, vous mettez votre nom, on met qui fait quoi, etc. Et on peut rajouter évidemment des colonnes pour spécifier qui est qui. Ça, déjà, vous les avez dans la base de données. Et ce sont des acteurs qui vont faire partie de la démarche et petit à petit, évidemment, vous pouvez grossir la liste. Deuxième stade, c'est quand l'acteur, il commence à se positionner comme ressource. Et ça, c'est la diapo d'après. Voilà. Vous avez en fait, là, c'est l'exemple d'un territoire qui se trouve en Charente-Maritime. Vous avez sur cette carte, en gros, tout ce qui est en rose, ce sont les ressources privées et tout ce qui est en bleu, ce sont les ressources publiques. Et ça représente, si vous voulez, en fait, ce sont des acteurs qui sont retrouvés ensemble pour fabriquer un projet de développement économique et notamment sur les filières. Et ce qui est intéressant, c'est que très vite, ces participants commencent à s'identifier, à se localiser et à s'identifier comme une réelle ressource pour le projet. Et ce qui va être intéressant, en tout cas pour ceux qui accompagnent, c'est de commencer à faire une sorte de taxonomie, en tout cas une catégorie de ressources qui permet à la fois de localiser les acteurs et de voir dans quelle case ils vont se situer. Et évidemment, ça suffit pas. Ça signifie simplement que tel acteur se trouve à tel endroit et qui peut jouer un rôle sur le projet et qu'il est partie prenante sur le projet. Ce qui va être plus difficile, mais que MIA permet de repérer, c'est le rôle d'acteur. Et le rôle d'acteur qui peut jouer dans le projet. Et pour ça, on cartographie des liens entre le projet et l'acteur. Et là, c'est l'exemple de la troisième carte. C'est qu'en fait, tout ce qui est en bleu signifie que c'est l'acteur maîtrise d'ouvrage. Tout ce qui est en vert, c'est la maîtrise d'œuvre. Et tout ce qui est en jaune, c'est la maîtrise d'usage. Et en fait, ce qui est en noir et en gris signifie que ce sont les liens qui existent et qu'il faut développer entre les ressources et le projet. Tout ce qui est en gris, c'est des liens qui n'existent pas et qu'il faut développer pour engager le projet. Et en fait, vous voyez, en 3 cartes ou en 3, on va dire, pages écran, photographies de pages écran, on peut voir à quel stade se trouve le projet du point de vue de la mobilisation de ces acteurs. Il est évident que si vous êtes juste à la carte, vous avez que cette carte ressources et vous n'avez pas cette carte qui permet de représenter cette gouvernance de projet, ben vous savez que votre projet est plutôt au stade conception ou solution et qui ne peut pas passer en mode exécution. Voilà, j'ai à peu près terminé. J'ai fait mon quart d'heure. On peut maintenant passer à un échange de questions. J'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, si ça n'a pas été le cas, vous allez me le dire. Merci beaucoup Vincent. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser sur le chat. Je les relaye à Vincent. Je vois qu'il y a Kautar qui est en train d'écrire. Vincent, peut-être si tu souhaites préciser un peu comment aussi les acteurs, est-ce que tu les identifies et comment est-ce que justement on fait émerger cette base commune d'acteurs du territoire? En fait, tout le monde fait des ateliers dans les démarches, quelles qu'elles soient. On a des ateliers. En plus, aujourd'hui, de façon très basique, on remplit des feuilles de présence à l'entrée d'ateliers ou de réunions. Donc, justement, c'est un des trucs qui est très simple. C'est qu'au lieu de le mettre sur une feuille de papier,
on met ça dans un logiciel. Ouais, voire même maintenant, nous on travaille avec des téléphones et les gens rentrent leur nom à partir de leur téléphone et ça va dans une base de données. Et donc déjà, on a une base de données d'acteurs. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut commencer déjà avec cette base de données à se dire, au fond, est-ce que là-dedans, on a potentiellement des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et la maîtrise d'usage pour la démarche projet. Si on l'a pas, s'il manque des acteurs, ça va être intéressant parce qu'on va aller les chercher dans les coups d'après. Donc déjà, c'est un premier travail. Et puis après, très vite dans la méthode, au lieu j'allais dire, et je vois la question, est-ce que les acteurs sont formés à la démarche? En fait, justement, ils sont formés, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire que si vous passez, on n'a pas le temps aujourd'hui d'organiser des temps de formation pour des acteurs élus, chefs d'entreprise, ils ne viendraient pas dans une réunion comme ça. En revanche, ils viennent dans des réunions pour solutionner des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Et un des trucs, par exemple, très concrètement, là, juste avant ce webinaire, j'avais une réunion sur la question de l'emploi, formation dans les territoires. Un des trucs qui est très important aujourd'hui, on le voit bien, que pour régler les questions d'emploi, où on voit que dans certains territoires, il y a une baisse de la population active et en même temps, il y a une baisse du chômage. C'est-à-dire que s'il s'agit de faire venir des gens de l'extérieur, on ne va pas y arriver. Donc, on est obligé de travailler avec l'existant. Et pour travailler l'existant, on est obligé de mieux coordonner l'appariement entre les acteurs de l'offre et les acteurs de la demande. Donc, ça, le travail d'une démarche projet que peut faire, c'est embarquer tous ces acteurs, les faire commencer à leur dire d'identifier les sujets et progressivement qu'ils se positionnent comme ressources, comme solution, si vous préférez, pour régler les problèmes qui ont été identifiés. Eh bien ça, pas besoin de formation. En 2 heures, 2 heures et demie d'atelier de temps, c'est possible, on peut le faire et arriver. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que eux-mêmes se disent, moi je suis une ressource pour régler ce problème. Et vous le marquez sur la carte. Et cette co-construction, donc à partir, mais vous pouvez le faire avec, j'allais dire, vous pouvez dessiner une carte, mettre les trucs. L'intérêt du logiciel, c'est que c'est beaucoup plus rapide, c'est plus visuel, et puis vous n'avez pas besoin de faire de compte rendu, puisque le compte rendu, c'est la carte. Merci beaucoup, Vincent. Peut-être une question de la part de Kautar. Les données à partir desquelles se fait la catégorisation, est-ce qu'elle se fait par nous, donc plutôt par la collectivité, je pense, ou alors est-ce qu'elle est faite dans l'absolu à partir de ce qui existe? Donc en fait, est-ce qu'on la construit à partir finalement des acteurs déjà présents, ou est-ce que on intègre des informations déjà existantes de bases de données ou autres? En fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on fait les deux. C'est-à-dire que soit vous avez déjà prélisté un certain nombre d'acteurs, soit vous pouvez démarrer avec les acteurs qui viennent à une réunion. Bon, c'est très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est quelle que soit la manière dont vous travaillez, c'est de toute façon d'enrichir la base de données acteurs et de trouver la meilleure, finalement, la meilleure base pour mettre en place cette gouvernance de projet. Ce que j'expliquais tout à l'heure, une fois que vous avez tout, c'est pas de remplir qui est important, c'est d'avoir les bonnes personnes. En fait, vous faites du recrutement. Vous recrutez les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les maîtrises d'usage qui correspondent au projet que vous voulez engager. Et plus précisément, pardon, excuse-moi, Vas-y. Plus précisément, Kautar, donc en fait, en gros, ces questions, je pense qu'elle portait aussi sur le fait, est-ce que c'est le logiciel qui s'en occupe? Est-ce que c'est comment en fait, est-ce que ces données apparaissent en fait de manière presque ergonomique d'un point de vue? Ah, ça veut dire que elles sont déjà dans la base de données, c'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'en fait, elles apparaissent sur le logiciel et comment est-ce qu'elles apparaissent? Est-ce que c'est automatique? C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Comment elles apparaissent? Vous avez, si vous êtes une liste de participants avec avec des profils, quoi, où on dit voilà le nom, le prénom, etc. C'est très basique, hein, mais elles apparaissent aussi sous 2 autres formes très différentes. La carte ressource, où on voit très clairement si l'acteur est une ressource, et on peut aller zoomer directement
sur la fiche ressources pour voir qui est derrière cette ressource, qu'est-ce qu'il fait, quel rôle il peut jouer dans le projet. Et puis, encore mieux, vous avez la carte qui représente les ressources, les liens et l'acteur. Et là, on a donc pareil, vous allez, c'est une base de données, vous allez sur l'information directement pour savoir qui est l'acteur, quel rôle il a, et etc. Voilà. Je sais pas. Mais très clair, merci beaucoup. Et Kautar, par ailleurs, si vous avez une base de données, bien sûr qu'en fait, en l'intégrant dans le logiciel, elle apparaîtra automatiquement en fonction de ce qu'on aura décidé. Et après, il y a aussi la possibilité d'intégrer les profils à la main si on le souhaite. Donc, les deux sont possibles. Soit le logiciel s'en occupe, soit on les intègre à la main, les données. Il y a pas mal de questions. Ouais, je vois ça. Ouais. C'est intéressant. Super intéressant la question de Christelle. Donc, du coup, mais avant, il y avait, je réponds à celle d'Olivier. En fait, dans ces sources de données qui alimentent la plateforme, on a des données quanti et des données quali. Et l'intérêt, c'est justement cette plateforme, c'est qu'elle combine deux types de données, des données, on va dire, liées des données de gestion géographique, enfin, tout ce qui est lié à la géographie, l'économie, etc., que vous pouvez représenter sur des cartes, et en même temps des données qui sont liées à la gestion de projet, à une démarche, et qu'on vient coller sur ces données géographiques. Parce que, en fait, quand on parle de territoire, on a besoin de localiser. On parle de lieu. Et ce qui va être très important dans la démarche projet, pour réussir le passage à l'action, c'est qu'on a besoin d'aligner trois trucs qu'on nous a appris à l'école quand on faisait, on étudiait Corneille, Molière, etc. C'est que c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est que ce que permet de faire ce logiciel, à un moment donné, c'est qu'il rassemble trois choses qui sont clés entre les acteurs. C'est que les acteurs, pour travailler ensemble, ils ont besoin d'être sur un lieu et d'avoir des limites. C'est quoi le terrain de foot sur lequel on va jouer. L'autre élément, c'est le temps qu'ils vont prendre pour faire ces choses-là. Et puis, c'est l'action qui va être inscrite dans ce périmètre. Alors, sur la question de Christelle, oui, alors on n'a jamais travaillé directement sur des contrats de ville, mais bien entendu sur des villes, oui. Et quel que soit le territoire, même si c'est pas les contrats de ville, tout est mouvant. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est que sur les territoires, une des questions, ce que j'ai dit un peu en introduction, c'est qu'il n'y a pas de continuité organisationnelle. C'est pour ça que c'est si difficile. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous voulez passer à l'action, il n'y a pas de lien réellement de subordination, il n'y a pas de processus bien établi, ce qui fait que tout mode opératoire qui conduit à l'action va être compliqué. Et donc là, il faut inventer quelque chose qui soit évidemment beaucoup plus souple. Et c'est pour ça que la question des postures d'acteurs, ou en tout cas la question de cette gouvernance de projet à installer, elle est vitale. Parce que c'est eux qui vont rendre compte au projet. Alors, très concrètement, comment ça se passe? Dans les projets de territoire que j'anime, tout de suite, il faut faire une fois que vous avancez, vous allez faire des revues de projet. Et ces revues de projet, donc c'est fait par des acteurs qui ont la responsabilité du projet. Et celui qui va rendre compte, c'est pas la maîtrise d'usage, c'est pas la maîtrise d'œuvre, mais c'est la maîtrise d'ouvrage qui va dire voilà, ça avance ou ça avance pas. Et voilà les problèmes que je rencontre. Et l'idéal, c'est que le collectif trouve des solutions pour régler ça. Et si vous ne faites pas ces revues de projet, évidemment, personne ne sait comment ça avance. Alors, une des difficultés, c'est que c'est le temps pour faire ces revues de projet. Mais c'est tout l'intérêt d'utiliser une application, comme IA ou comme une autre, qui permet de représenter assez vite là où on en est. On lit pas un rapport de 50 pages. On dit voilà, le problème il est là. Et tant qu'on n'a pas débloqué ce problème, on ne peut pas passer à l'action. Et ce qui va être intéressant là-dedans, c'est que à chaque difficulté correspond une responsabilité. Et une des choses qui se fait pas très bien, en tout cas je trouve, dans ces démarches-là, c'est qu'on ne sait pas bien cerner
Où sont les responsabilités? Et quand c'est de la responsabilité du maître d'ouvrage, parce que c'est du niveau de décision, et que la ressource est pas là, et on peut pas actionner ce qu'il faudrait actionner, eh bien à ce moment-là, c'est à eux à régler le problème. Quand c'est du niveau de la maîtrise d'œuvre, beaucoup plus technique, à ce moment-là, c'est la maîtrise d'œuvre à régler le problème, et ainsi de suite. Donc, et effectivement, vous voyez tout de suite, et j'aime bien l'expression, ça se grippe. Et ça se grippe très vite. Et donc, et pourquoi? Parce que à la base, on n'a pas encore bien compris que cette continuité organisationnelle était un vrai défaut. Alors, pourquoi c'est venu comme ça? Parce qu'il faut faire un peu d'histoire. Eh bien, pendant très longtemps, l'État était organisé de façon centralisée, puis décentralisée. Et puis, on a mis en place des dispositifs très verticaux. Donc, ça posait pas trop de problèmes jusqu'à ce que on se retrouve pris dans un mouvement où les problèmes sont plus tellement verticaux, mais transversaux. Et quand on doit régler une question écologique, il faut tout de suite la relier à la question sociale et la question économique. Et évidemment, les ressources, les programmes, les dispositifs ont pas du tout été pensés comme ça. Mais vous retrouvez ça aussi dans le monde de l'entreprise. Hein, c'est pas que lié aux acteurs publics. Et cette façon de gérer les choses de plus transversale oblige tous ces acteurs à s'organiser évidemment différemment. Et c'est là que ça pose un souci, parce que sur un territoire, c'est pas une organisation classique, et on doit trouver ensemble une manière intelligente de coordonner, d'embarquer, si vous voulez, toutes ces ressources. Oui, et vous avez, et je résume, c'est exactement ça. C'est un outil comme IA peut vraiment, alors formidable, je ne sais pas si c'est vous qui le dites, mais un outil qui permet de mettre en évidence les forces et les faiblesses de la gouvernance, et en 3 cartes. Et on se raconte pas d'histoire. On dit voilà, par exemple, sur ce que le schéma que je vous ai montré sur Saintonge-Romane, quand la première carte, il n'y avait que des liens verts et des liens noirs. C'est-à-dire, en gros, on résume la situation, il y avait que de la maîtrise d'œuvre, et il y avait que des liens qui étaient existants, mais qui étaient à développer. Sous-entendu, ce qui existe, ça marche pas. En fait, il faut l'améliorer. Donc, du coup, oui, mais si on veut que ça passe à l'action, il faut désigner des rôles, faut trouver de la maîtrise d'ouvrage, faut aussi comprendre la maîtrise d'usage, et c'est exactement ce qui s'est passé dans la discussion. Et ça a pris, honnêtement, 1h30. Et ça, évidemment, c'est au départ, bien sûr qu'il y a des questions de méthode, mais c'est d'abord une question de posture et de compréhension du problème. Si on ne sait pas bien repérer là où est le problème, vous pouvez passer des heures à discuter pour rien. Super intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, Kautar qui demande qu'en est-il du caractère informel de certaines organisations, avec ce que ça peut engendrer aussi comme difficulté, notamment l'impact sur le turnover des ressources à moyen terme. Est-ce qu'il faut tenir compte de cela J'ai pas très bien compris le caractère informel. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'informel? Alors, Kautar est en train de taper, donc nous attendons qu'ils définissent. Peut-être avant qu'il précise la définition d'informel, Christelle qui réagit. Pardon, je réponds à Christelle. Et Kautar, pendant cela, n'hésitez pas à définir le caractère informel, comme ça on répond. En fait, non, pas vraiment. Tout dépend comment on le fait. En réalité, il faut tous se dire que les problèmes qu'on doit résoudre, qui sont devant nous, sont éminemment complexes. On n'a souvent pas les organisations, les outils, les ressources, mais surtout, je pense qu'on n'a pas les cerveaux. C'est plus une affaire de cerveau d'abord qu'une affaire d'outils. Et du coup, il faut être assez humble. En gros, en disant aux gens, écoutez, là, on a une difficulté, je ne sais pas comment résoudre cette difficulté, mais c'est clair que
et c'est, si vous voulez, c'est imparable. Hein. Là, aujourd'hui, on n'a pas de maîtrise d'ouvrage ou il nous manque de la maîtrise d'œuvre. Donc, je pense que peu importe qui le fait, à la limite, alors, peu importe qui le fait, peut-être qu'il est évident que dans certains cas, une personne extérieure, et ça peut être préférable. Mais honnêtement, j'ai vu les deux cas. Dans les deux cas, ça marche. Après, c'est le contexte. La façon dont il y a la confiance, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est les relations finalement entre les acteurs. Est-ce qu'il y a suffisamment de confiance pour parler des problèmes? Vous voyez, j'arrive quand même dans des endroits où on me dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça hein, avant de démarrer la réunion. Donc, il y a des choses. Certains mots sont difficiles à dire. Voilà. Même si, par exemple, on sait qu'il n'y a plus d'enneigement, mais on n'a plus le droit de dire qu'il ne va plus neiger. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de trucs comme ça. Mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas, on peut le faire. Donc, je reviens. Du coup, le caractère informel, c'était quoi? Il n'y a pas eu de précision, mais peut-être qu'on peut. Mais alors, si je vais essayer de. Oui, voilà. En fait, c'est des organisations qui n'en sont pas en réalité. C'est par exemple des réseaux, des gens qui se retrouvent. Mais justement, c'est tout l'intérêt de ce travail, c'est que en fait, ça oblige ces acteurs qui partent avec une bonne intention de rentrer dans un processus professionnalisant et se dire, tout bêtement, si on doit passer à l'action, on doit à minima bien identifier les ressorts qui vont permettre de passer à l'action. Et si on n'a pas installé cette gouvernance de projet, c'est pas la peine, on ne pourra pas. Donc on pourra faire un petit truc, tout ça, mais on va s'épuiser. Donc la question, c'est comment on réfléchit à ce sujet-là. Et c'est vraiment, c'est au départ, moi, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi les gens réfléchissent pas à cette question. Elle est tellement simple. Mais parce que en réalité, ils ont des réflexes. Il y a celui qui a l'autorité, qui a la légitimité, qui dit ben je lance le truc, et en fait il s'aperçoit qu'il n'y a pas l'acteur pour le faire. Inversement, il y a un gars qui a une bonne idée, mais il n'a pas l'argent, donc il faut qu'il trouve les ressources pour faire le projet. Vous voyez, il y a toutes les configurations possibles et inimaginables. Et ce qui est vachement intéressant, c'est justement, et c'est ça tout l'intérêt du travail, c'est de faire dialoguer ces acteurs ensemble. Et je peux vous dire que les réunions où j'ai que des maîtrises d'ouvrage, où j'ai que de la maîtrise d'œuvre, ou de la maîtrise d'usage, ce sont les réunions les plus improductives, les moins intéressantes. D'accord? En plus, la plupart du temps, ils se tombent vite d'accord. Donc, tout l'intérêt, justement, quand vous faites ce travail, c'est de mettre ensemble, en gros, l'offre et la demande. Tout bêtement, hein, quand on y réfléchit. Et de mettre au milieu des acteurs qui ont une capacité à faire le lien et à trouver des solutions aux problèmes. Et dans la plupart des cas, que ça soit sur des... alors, j'ai pas fait toutes les banlieues, évidemment, j'ai pas fait tous les territoires ruraux, mais j'ai plein d'exemples où on montre que dès qu'on met tous ces acteurs autour de la table et que vous avez identifié que ces acteurs sont détenteurs d'une ressource clé pour avancer le projet, et à ce moment-là, vous avez toutes les solutions et que vous êtes l'artisan de ces solutions pour les connecter ensemble et commencer à poser cette gouvernance de projet. Merci. Peut-être qu'on peut prendre quelques dernières questions ou remarques si vous le souhaitez. L'idée, c'est effectivement d'avoir des formats assez courts. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser après le webinaire. Je vous mets mon adresse mail et je les relayerai à Vincent directement. De même, si vous souhaitez la présentation ou des informations, voilà mon adresse mail. Voilà, et Vincent, si tu souhaites donner la tienne aussi. Oui, bien sûr. Voilà, comme ça, vous pouvez nous contacter directement, poser vos questions, on pourra vous faire passer aussi la présentation. Et on est bien sûr à votre disposition. Donc, du coup, d'ici là, si jamais il y a une dernière question,
Sinon, c'était un webinaire qui était déjà bien dense et chargé en fond. Donc, voilà, comme tu veux, Vincent. Non, mais c'est bon, moi j'ai dit l'essentiel. S'il n'y a pas Bon, d'autres questions. du coup, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. On peut vous transférer la présentation. De même, si vous avez une petite question qui n'est pas venue tout de suite, n'hésitez pas. Je vois Christelle en train de taper. Alors, je ne sais pas si c'est pour une question, si c'est pour au revoir. Mais voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est que l'on se quitte. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire MIA. Donc, le prochain webinaire MIA qui aura lieu. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Pourquoi ce n'est pas ça? Attendez. Ah oui. Donc, le prochain webinaire MIA qui aura lieu sur les questions de transition écologique, sur la question, pour être tout à fait précis, face à l'urgence climatique, comment accélérer l'action et l'action du global, pardon, face à l'urgence climatique, excusez-moi, comment accélérer l'action du global. Il aura lieu le 16 novembre 2021 à 11h30. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Et voilà, donc à très bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir.